Merci. Voilà. Alors, comme je disais, on va présenter pendant environ 3/4 d'heure, 1 heure, et puis vous aurez l'occasion de poser vos questions. Si je peux, si vous voulez déjà poser vos questions dans le chat au fur et à mesure, je vous encourage à le faire. Et si je peux vous demander de bien vous assurer que vous êtes sur mute. Normalement, en arrivant dans la conférence, vous étiez muté. Donc, si si vous avez appuyé sur le bouton mute, c'est que vous vous êtes enlevé de mute. Voilà, si jamais il y a trop de bruit, on a aussi la possibilité de vous muter nous-mêmes. Donc, si jamais il y a des erreurs de ce côté-là, on peut s'en occuper. Donc, parlons aujourd'hui de carbone. Merci encore à tous d'être là. On sait qu'il y a beaucoup de questions autour du sujet carbone. Il y a parfois beaucoup de confusion. Tout le monde sait que c'est un sujet, mais les choses ne sont pas toujours claires. Notre objectif sur cette heure, et c'est l'objectif que vous pouvez vous donner à vous également, c'est d'être capable de vous positionner sur le sujet carbone, d'être capable d'y voir plus clair, mais surtout, de comprendre comment vous pouvez en bénéficier. Donc, ce webinaire, c'est vraiment l'occasion pour vous de poser toutes vos questions, des plus simples aux plus compliquées, des plus techniques, des plus agronomiques, aux plus administratives, aux plus réglementaires. Vos commentaires, vous pouvez partager vos opinions. En général, il y a un bon mélange de personnes qui sont curieux, de personnes qui sont sceptiques, même de personnes qui pensent que le carbone, c'est une vaste arnaque. On est là pour répondre à tout ça. Donc, vraiment, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat et on les traitera. Ah non, il est au Loyon. Alors, voilà, on va commencer. Oui, ok, super. Donc, alors, on va commencer par faire connaissance et puis on parlera un petit peu du sujet agronomie et carbone avant de rentrer dans ce que ça signifie très concrètement pour un agriculteur de rentrer dans un programme de rémunération carbone. On aura ensuite l'occasion de partager quelques résultats et puis enfin, on passera aux questions-réponses. Donc, pour commencer immédiatement, Soil Capital est une entreprise basée en Belgique, près de Gembloux. Vous avez ici une photo de nos bureaux. Et nous avons fondé l'entreprise en 2013. Voici la photo des deux fondateurs, cofondateurs. Le premier, Nicolas Verscure, sur la gauche, qui est agriculteur et agronome. Et moi qui viens plutôt du monde des affaires. Je m'appelle Chuck Delitker et je suis ravi de vous rencontrer virtuellement aujourd'hui. Notre objectif depuis le départ, ça a été de mettre en avant l'agriculture comme étant porteuse de solutions face à une urgence environnementale et climatique. Je pense que on passe beaucoup de temps dans la société à pointer du doigt ce que les agriculteurs font mal, mais on passe relativement peu de temps à souligner le service très utile qu'ils rendent ou peuvent rendre en matière de, de, de solutions environnementales, de réponse au changement climatique, et on aura l'occasion d'en parler. Aujourd'hui, Soil Capital a bien grandi depuis sa création parce que nous sommes 40 personnes, avec pour autant que possible un lien avec l'agriculture ou l'agronomie. On cherche en priorité à recruter des agronomes, des personnes qui viennent du monde de l'agriculture. L'idée, c'est de véritablement être au plus proche du contexte des agriculteurs, parce que nous considérons que l'agriculteur n'a pas nécessairement, comme on le pense souvent, à faire un choix entre durabilité, rentabilité et productivité. On pense que la durabilité, c'est la fertilité d'un agroécosystème sur le long terme et qu'il y a moyen de mettre en place des stratégies qui permettent d'année en année d'améliorer cette fertilité, de réduire son besoin en intrants, d'améliorer sa résilience face à des événements climatiques qui sont de plus en plus extrêmes et de plus en plus fréquents.
et d'avoir une exploitation, une structure rentable, pérenne et qui correspond aux attentes de la société en général. Alors, Soil Capital, au départ, c'était une entreprise qui soit gérait des exploitations agricoles en propre, soit faisait du conseil sur des sujets de transition vers l'agriculture de conservation. Et en 2019, on s'est rendu compte qu'on commençait à être nous-mêmes assez fatigués de ne pas aller chercher de rémunération carbone pour les efforts qu'on mettait en place sur le terrain ou que les agriculteurs qu'on accompagnait mettaient en place, alors qu'on voyait que d'autres secteurs, d'autres géographies allaient chercher un revenu du carbone. Je pense à l'industrie lourde, je pense aux pays en développement. Eh bien, on a commencé à se donner les moyens de mettre en place un programme de rémunération carbone. Et on l'a fait avec vraiment cette idée que ça puisse être non pas une charge et une contrainte de plus pour les agriculteurs, mais une opportunité avec un maximum de flexibilité. Mais au-delà de ça, il y a un sujet important qui est le fait que le carbone en soi, c'est pas une fin en soi. Ça n'est à la rigueur qu'une première manière de se poser une question agronomique beaucoup plus importante sur, ou une série de questions agronomiques plus importantes sur la fertilité de son agroécosystème. Et c'est de ça qu'on veut parler dans un premier temps, parce que au-delà de la rémunération carbone, il y a beaucoup d'autres bénéfices agronomiques et je pense que c'est pour ça qu'on veut développer des relations avec les agriculteurs sur le long terme. Le carbone comme porte d'entrée, mais la valeur agronomique derrière. Donc, je vais passer la parole à notre guest star, notre invité star, Mathieu Delespès, qui est agronome chez Soil Capital et qui va parler des aspects agronomiques du carbone. Ok, merci Chuck. Donc ouais, en bref, moi je suis agronome dans le cadre du programme carbone de Soil Capital. Et je m'occupe entre autres de l'accompagnement et du support agronomique des agriculteurs qui sont engagés avec nous. Donc je vais passer simplement pour recentrer un peu le débat sur des choses qui parfois nous parlent un peu plus que les gaz à effet de serre, recentrer un peu le débat sur le carbone. Le but, c'est de repartir du sol, puis d'arriver sur l'intérêt du programme carbone de manière plus ou moins logique. Quand on parle de carbone, ben, on sait que le carbone, c'est 58% de la matière organique. La matière organique, c'est quelque chose qui nous parle directement plus. Le carbone, comme Chuck l'a dit, avant d'être le stockage de carbone, avant d'être une externalité positive pour l'ensemble de la société, c'est d'abord un des indicateurs principaux de la fertilité des sols. Il y a plein d'indicateurs de fertilité qui peuvent être mentionnés. Si j'en ai repris deux, trois, ben, tout d'abord, la réserve hydrique du sol. On sait que 1% de matière organique, c'est environ 20 mm d'eau. C'est plus ou moins en fonction de la profondeur du sol, des caractéristiques de sol, mais c'est des chiffres qui ressortent souvent. 20 mm d'eau, c'est quoi? Ben, l'été dernier, c'était parfois 5, 7 jours de résistance à la sécheresse en plus, dans des situations très contraignantes. C'est ce qui a pu faire la différence et on l'a observé. En termes de fertilité chimique, de la réserve nutritionnelle pour les plantes dans le sol, ben 1% de matière organique, c'est entre 2 tonnes, 2 tonnes et demie, parfois 3 tonnes d'azote. Évidemment, ce n'est pas des unités solubles, minérales, libres directement, mais une partie est relarguée, minéralisée, entre un sol à 2% de matière organique et un sol à 5% de matière organique. Mais ce qu'on appelle l'autofertilité, donc c'est la caisse du sol, la capacité à fournir les éléments nécessaires à la croissance des plantes est beaucoup plus importante. Évidemment, il faut que ce carbone tourne. Il y a plusieurs formes de carbone, mais en tout cas, c'est vers là qu'on se dirige lorsqu'on augmente les taux de matière organique, qu'on stocke du carbone. Et alors, peut-être un dernier point qui est en fait l'indicateur qui a peut-être été étudié de manière la plus précise avec vraiment des grands seuils qui sont maintenant clairement identifiés dans une série de contextes très, très variables. C'est la stabilité structurelle. L'étude des seuils de stabilité a d'abord commencé
des seuils de stabilité en fonction du taux de matière organique qui a d'abord commencé en Suisse avec les travaux de Pascal Boivin, qui est assez célèbre. Et puis en Angleterre, ils ont continué, ils ont utilisé les bases de données d'analyse de sol et de faire le lien avec la qualité structurelle des sols au champ. Et alors, ce qui apparaît en termes de seuil en deçà duquel il ne faudrait pas qu'on passe pour des problèmes de compaction des sols, résistance à l'érosion, ben en fait, c'est un rapport carbone-argile. Le carbone est vraiment très, très lié à l'argile, entre autres au sein du complexe argilo-humique. Et en dessous de 10%, donc en fait, quand on utilise le petit facteur de 1,7 pour avoir le taux de matière organique, ben c'est en dessous de 17%. On est dans une situation à risque en termes de stabilité structurelle. Et donc, parfois, quand on parle d'objectifs de taux de matière organique, on reçoit des valeurs, on ne sait pas où on se situe, on ne sait pas vers quoi il faudrait tendre. Ben, ça fait partie des objectifs par rapport auxquels on peut se positionner. Ce rapport carbone-argile de 10% en termes de stabilité structurelle est un peu en tournant dans la fertilité, en tout cas physique des sols. Et alors ici, ben, simplement pour illustrer, lors des derniers semis, exactement les mêmes types de sols, mais entre des sols dont les taux de matière organique ont vraiment chuté. On commence vraiment à être dans des situations de battance en surface, forte compaction en profondeur, problème de drainage, infiltration. Et puis de l'autre côté, quand on arrive à restaurer les taux de matière organique, quand on arrive aussi à conserver des charpentes racinaires dans le sol, ben on a des qualités structurales qui n'ont vraiment plus rien à voir. Et ça, c'est les mêmes sols, mais c'est juste les pratiques et le pilotage organique des sols qui fait la différence. Alors, c'est toujours une approche globale. Hein. Ce qui se passe dans le sol, le bilan humique, c'est toujours l'évolution des taux de matière organique est toujours le fruit d'approches vraiment globales au niveau de tout le système de culture, de toute la gestion agronomique. Mais les résultats, simplement visuellement, ils peuvent parfois être assez criants. Ici, j'ai pris 2 illustrations dans des sols argilo-calcaires en Bourgogne avec une limite de remembrement entre une terre à gauche qui était géré en agriculture de conservation depuis une dizaine ou une quinzaine d'années, et puis plus récemment, un remembrement avec une fusion avec les terres du voisin qui a été menée de manière plus classique, et on voit la trace du remembrement qui est à couper au couteau. C'est exactement le même sol, mais c'est la gestion et la fertilité organique qui est totalement différente, et avec toutes les différences qu'on peut imaginer au niveau du développement des cultures, de la résistance aux aléas. Et alors, à droite, ben, c'est un peu la même chose. Ici, on est sur un sol nu, mais on voit simplement par la couleur qui est uniquement due à la qualité organique des sols, parce que les sols sont exactement les mêmes, encore une fois. Alors, au niveau des méthodes et pratiques, je vais peut-être passer ça. On va pas s'attarder là-dessus. Il y a énormément de choses. Comme j'ai dit, c'est une approche globale. On va de la couverture de sol à la réduction de la minéralisation autant qu'on peut, aux apports, à la diversification des rotations. Mais je pense que ce qui peut être intéressant, c'est de rattacher un peu l'unité qu'on utilise dans les bilans carbone, dans les programmes de rémunération carbone. Ben, c'est l'unité gaz à effet de serre, qui est le CO2. Il y a plusieurs gaz à effet de serre, mais on les ramène à la même unité qui est le CO2. Et quand on parle en tout cas de stockage de carbone dans le sol, hors partie intrant issue de la pétrochimie ou des synthèses industrielles, qu'est-ce que ça veut dire une tonne de CO2? Ben, pour moi-même, c'est très flou. Je suppose que pour des agriculteurs, ça l'est encore plus. En fait, comment relier ça à ce qu'on connaît mieux? Ben, 1% de matière organique, c'est 58% de carbone. Donc, à l'hectare, on est plus ou moins entre 20 et 25 tonnes de carbone. Et avec le facteur entre le carbone et le CO2, qui est simplement un rapport de masse molaire, ben, en fait, pour 1% de matière organique, on a 75 tonnes de CO2. Donc, en fait, les valeurs qu'on obtient quand on fait des bilans carbone ben, ont une résonance très, très concrète dans les champs. Et on peut avoir des stockages avec des ordres de grandeur de 2, 3, 5, 7 tonnes de CO2 par an. Et là, on visualise et on se rend vraiment, on matérialise un peu l'évolution du sol. Ça ne se fait pas en un an. C'est des choses qui s'envisagent souvent sur des carrières d'agriculteurs, mais autant le démarrer le plus vite possible et les résultats peuvent se mesurer et s'estimer assez rapidement.
Et alors, pour terminer, une dernière chose, comme ça vous avez un peu la photo globale. Donc on parlait de taux de matière organique, maintenant on va vraiment parler du bilan gaz à effet de serre dans son entièreté. Alors quand on parle de gaz à effet de serre en agriculture, il y en a trois principaux. Le CO2 évidemment, le plus classique, on parle de bilan carbone, c'est le CO2, mais carbone c'est un peu un abus de langage parce qu'on a aussi le protoxyde d'azote qui lui est issu de processus un peu plus complexes que la respiration, des processus microbiens dans le sol. Et puis le méthane, plus lié à la fermentation entérique. Donc dans les systèmes de grande culture avec lesquels on travaille principalement, on est moins concerné par le méthane, mais il fait partie du panel de gaz à effet de serre qui nous concerne en agriculture. Alors le bilan gaz à effet de serre se divise vraiment en deux grands éléments. Les intrants que je n'ai pas encore évoqués, et le bilan humique dont je parlais quand je parlais de qualité organique, taux de matière organique, évolution des taux de carbone dans le sol. Alors, les intrants, ils sont toujours synonymes d'émissions de carbone. Ils ont une empreinte carbone à la fabrication, à l'utilisation. Si on pense par exemple aux engrais, les engrais, c'est à la production. On dit souvent qu'il faut 1 litre de gaz pour produire une unité d'azote. C'est une consommation d'énergie, donc un relargage de CO2. Et puis alors, en tout cas, les engrais azotés, les autres engrais de sources minières sont moins impactants, mais ont tout de même un impact. Et alors, pour toujours parler de l'azote minéral ou l'azote organique, ça c'est un peu pareil. Lorsqu'on épand des matières azotées, la transformation de l'azote organique vers les différentes formes minérales avec les processus d'oxydoréduction mène dans certaines conditions à la production de protoxyde d'azote qui lui est un gaz à effet de serre très très impactant. Donc quand on parle d'azote, de gros impact de l'azote dans le bilan carbone, c'est d'une part parce que si on utilise de l'azote minéral, il y a l'énergie liée à la production de ces engrais, puis alors il y a la production de protoxyde d'azote. Les engrais minéraux, l'azote minéral dans les systèmes classiques conventionnels, c'est entre 70 et 80% des émissions de gaz à effet de serre sur la ferme. Donc, c'est vraiment une grosse part. Et puis, on a le carburant. Alors, le carburant, c'est souvent vu comme la plus grosse consommation d'énergie sur la ferme, mais comme je vous l'ai dit, c'est en fait les engrais. Mais le carburant contribue aussi directement à une combustion d'énergie fossile et à un largage de CO2. Et puis, alors, on a les phytos qui, à leur fabrication, nécessitent l'utilisation d'un peu d'énergie, mais c'est vraiment bien moindre par rapport aux engrais de synthèse. Et alors, dans certains contextes, l'irrigation, qui est aussi consommatrice d'énergie pour les postes de pompage et distribution. Donc ça, ce sont les intrants qui sont souvent, qui peuvent être optimisés, mais c'est souvent quelque chose qui est inhérent au système de culture qu'on a choisi de mettre en place, sur lesquels on peut, il y a des adaptations qui peuvent être faites, mais c'est pas toujours simple. Et donc, on aura toujours une agriculture hors sol aura toujours une empreinte carbone émettrice. Par contre, toute la puissance de l'agriculture dans tout ce défi changement climatique, gaz à effet de serre, c'est bien le bilan humique, donc, qui est au départ de ce bilan, on a la photosynthèse, donc la fixation de carbone par les plantes au travers du processus de photosynthèse. Et alors, le bilan humique, c'est un équilibre entre les apports de carbone et le relargage. Donc et alors, qu'est-ce qu'on a dans les apports? On a soit des apports directs avec des plantes, soit avec des apports extérieurs. Si on parle des plantes, on a tout d'abord tout ce qui est exudé par les racines. Il faut savoir qu'il y a, dans certaines situations, quasiment 25 à 30% du carbone, donc des sucres fabriqués par la photosynthèse, qui sont relargués directement dans le sol pour nourrir toutes les interactions que les plantes ont avec toutes les formes de vie qui se trouvent dans le sol. Et puis alors, on a toute la biomasse morte, racinaire, aérienne, qui retourne au sol et qui toujours par des transformations microbiennes, se transforme en carbone plus stable. Et puis alors, on a de la même manière tout ce qu'on peut apporter, les composts, les fumées, quelles que soient les formes, les teneurs en matière sèche, les compositions carbone-azote, mais toutes les matières qu'on apporte de l'extérieur, généralement, se transforment dans une proportion plus ou moins importante en une partie d'humus. Tous ces processus de transformation sont liés évidemment aux caractéristiques de sol. On pense bien sûr à la texture, parce qu'à la forte relation carbone-argile. Évidemment, le taux de matière organique qui détermine le point de départ, jusqu'où on peut aller, la dynamique.
l'intensité du cycle du carbone, le pH qui conditionne l'activité biologique et donc tous les processus de transformation. Donc ça, c'était pour tous les apports. Et alors, pour finir, ben, on a évidemment les taux de matière organique. Si on les a vus décliner au fur et à mesure des années, ben, c'est que les apports sont inférieurs. Si on apporte quelque chose, ben, c'est que les pertes sont supérieures. Et alors, les principales pertes, ben, c'est la minéralisation. Minéralisation, ça veut dire respiration. Donc, c'est la consommation de carbone, de matière organique par l'activité biologique. Quand on dit activité biologique, ben, minéralisation, activité biologique, respiration, c'est la même chose. Faire fonctionner un sol, c'est aussi consommer de la matière organique. Et c'est un processus tout à fait naturel, mais qui peut être grandement stimulé par l'activité mécanique en oxygénant le sol dans le profil. Euh, En oxygénant le profil de sol, en détruisant les agrégats, on favorise la minéralisation, parfois dans des grandes proportions. Et c'est souvent ça qui va déterminer le côté duquel on va se trouver par rapport à ce bilan humique. Et donc, on a des intrants plutôt émetteurs, un bilan humique qui peut être stockeur ou émetteur. Et tout le défi, c'est d'avoir de stocker du carbone dans les sols pour, in fine, en termes de bilan net, pouvoir réduire son bilan ou éventuellement stocker des gaz à effet de serre de manière nette. Et donc voilà, c'était. Et alors, comment est-ce qu'on mesure ça? Dernier point, nous on utilise une méthode d'estimation qui se base évidemment sur les caractéristiques de sol, analyse de sol, et puis sur la modélisation de tous ces processus à partir des itinéraires techniques. Donc on part des pratiques agricoles, des caractéristiques de sol, et on estime le bilan carbone, l'impact des intrants, le bilan humique, grâce à cette méthode qui s'appelle le Cool Farm Tool, qu'on a choisi pour plein de raisons que je ne vais pas détailler ici. Mais donc ça, c'est pour, comme ça, vous avez l'image globale de comment fonctionne la mesure du bilan carbone. Je vais laisser Chuck passer à la suite. Ouais, je vais mettre là. Super. Voilà, merci beaucoup Mathieu. Alors, nous allons maintenant parler de comment ça se passe concrètement quand un agriculteur s'inscrit dans un programme de rémunération carbone. Alors, la première question qu'il faut se poser, c'est, qu'on nous pose parfois, c'est oui, ok, vous êtes juste un intermédiaire de plus, à quoi vous servez? Alors, on sert à plusieurs choses. D'abord, on se rend compte que ce n'est pas toujours évident pour les agriculteurs de calculer un bilan gaz à effet de serre d'une manière complète et correcte. Où trouver le calculateur, par exemple, quelle quantité de données, sur quelle période de temps, c'est des questions importantes. Ensuite, quand on arrive à calculer les émissions, encore faut-il certifier ce calcul et des améliorations qui pourraient en découler. Si on arrive à certifier son calcul, encore faut-il générer un certificat carbone et être capable de le vendre sur un marché qui est naissant, croissant, mais qui reste sophistiqué. Et puis, dernier sujet, quand on arrive à calculer, à certifier et à vendre ces certificats carbone, quelles sont les pratiques qu'il faut viser pour aller chercher la meilleure rémunération carbone, tout en faisant porter le moins de risques ou en allant chercher le plus de bénéfices agronomiques pour son exploitation. Ceci, on pose dans un contexte on ne veut pas que vous ayez à choisir entre une rémunération carbone et une performance agronomique et économique d'autre part. Donc, les solutions que Soil Capital se donne à proposer, c'est d'abord le développement d'une application simple qui va faire un pré-traitement des données et alimenter le Cool Farm Tool, donc le calculateur carbone dont Mathieu a parlé, en données. Et tout notre objectif là, c'est de faire en sorte que ce soit rapide, intuitif, intéressant et, oserais-je dire, ludique. Donc, ça vous prendra moins de 3 heures chaque année pour faire un diagnostic carbone sur votre exploitation, chaque hiver. Et c'est un processus que nous sommes en cours de réaliser avec les agriculteurs qui s'inscrivent pour l'instant au programme de rémunération carbone.
Pour la certification, nous travaillons avec une norme internationale, la norme ISO, qui, parce qu'elle est reconnue internationalement, peut intéresser un grand nombre d'acheteurs potentiels et du coup qui va aller chercher un meilleur prix du carbone. Nous travaillons aussi avec un organisme de contrôle d'origine allemande, TÜV Rheinland, pour s'assurer que les calculs que nous faisons sont corrects, mais aussi pour s'assurer que les données que nous soumettent les agriculteurs sont correctes également. Sur la vente des certificats carbone, nous travaillons avec des organisations qui sont spécialistes du marché du carbone, South Pole et CO2 Logic, qui ont fusionné récemment et qui sont un accès important pour aller chercher un bon prix auprès d'un maximum d'acheteurs. Et je reviendrai sur certaines notions du marché tout à l'heure. Et puis, finalement, parce que nous travaillons avec plus de 600 agriculteurs aujourd'hui, plus de presque 700 bientôt, eh bien, on va monter ensemble en compétences sur le sujet du carbone agricole. Et on est capable de partager l'expérience, des itinéraires techniques, des perspectives sur cette rémunération carbone de plein de manières différentes. Et notre objectif aussi, c'est de vous permettre de monter en compétence sur le sujet du carbone agricole. Alors, ça, c'est notre boulot. Maintenant, à qui est-ce que nous nous adressons? D'abord, aux exploitants en grande culture. Vous pouvez avoir une petite partie de bétail sur votre ferme, quand il s'agit de bovins. Et alors, quand on parle de bovins, on va parler d'1 UGB pour environ 4 hectares. Ça a changé récemment, c'était 1 UGB pour 10 hectares. Maintenant, on est à 1 UGB pour 4 hectares en bovins, mais ça reste relativement extensif. Si vous avez de l'ovin, du porcin, de la volaille, c'est plus important et vous pouvez rentrer en contact avec un de nos agronomes qui sera ravi de vous expliquer si vous êtes éligible avec du bétail. Et alors, pour tout ce qui est arboriculture ou viticulture, malheureusement, pour l'instant, notre programme n'est pas encore éligible. Alors, il y a souvent des questions sur le sujet du bétail. Pourquoi est-ce qu'on n'intègre pas de bétail? Ce n'est pas parce qu'on est contre le bétail. Au contraire, on est tout à fait convaincu que le bétail a un rôle essentiel à jouer dans la santé de l'agroécosystème. En revanche, nous n'avons pas encore trouvé le bon calculateur et la bonne structure de programme pour aller d'une manière crédible vers les marchés du carbone et générer un revenu pour les agriculteurs. Nous y travaillons. Ça va prendre encore du temps, mais c'est un vrai sujet dont on s'occupe. Voilà, si vous êtes en Belgique, en France et au Royaume-Uni, d'abord, si vous êtes au Royaume-Uni et que vous parlez français, bravo. Pour les autres, enfin, vous êtes tous les bienvenus au programme, et que vous soyez en bio ou en conventionnel, c'est pareil. Il n'y a pas de cahier des charges prescrit. Vous mettez le curseur sur les différentes pratiques qui sont susceptibles d'aller vous chercher une rémunération carbone là où vous voulez. Mais on constate que autant des agriculteurs bio que des agriculteurs conventionnels sont capables d'aller chercher des rémunérations carbone tout à fait intéressantes. Alors, pour mettre tout le monde sur la même ligne de départ, le revenu du carbone, comment ça marche? Chaque année, vous, agriculteurs, allez soit réduire vos émissions de gaz à effet de serre, soit carrément stocker du carbone dans le sol. Et pour toute tonne de gaz à effet de serre qu'on va ramener à un équivalent CO2, pour toute tonne de CO2 équivalent évité ou stocké, eh bien, vous allez générer un certificat ISO. Une tonne évitée ou stockée, un certificat. Ces certificats seront ensuite achetés principalement par des entreprises du monde agroalimentaire, et nous y reviendrons, pour des raisons de décarbonisation de leur filière. Et cet achat crée un incitant, un nouvel incitant, un nouveau revenu pour continuer dans cette démarche d'une agriculture qui ultimement vise à stocker du carbone. Alors,
nous ne transactons pas avec des acheteurs à un prix de revient net pour l'agriculteur de moins de 27,50 €, mais ça, c'est un prix plancher. Nous n'avons jamais payé ce prix plancher parce que pour l'instant, nous avons payé les agriculteurs une fois. Nous avons payé 32,95 €, 32,95 €. Et tant que le prix évolue, eh bien, le prix évoluera pour tous les agriculteurs dans le programme. Voilà. Et un programme dure 5 ans. Vous pouvez vous réinscrire à un autre programme après ces 5 ans. Et vous pouvez aussi quitter le programme quand vous le souhaitez. Il n'y a pas d'engagement en soi. Je reviendrai sur cette notion des 5 ans bientôt. Alors aussi, il y a beaucoup de confusion sur ce que c'est que les crédits carbone, les certificats carbone, le prix du carbone. Et on va viser très rapidement à expliquer quels sont les différents marchés du carbone. C'est important parce que vous allez voir, une fois qu'on comprend ça un peu mieux, on comprend un petit peu mieux les mécanismes de prix, mais on comprend mieux un peu à qui on vend son carbone. Alors, d'une part, le marché carbone dont on entend le plus souvent parler, c'est un marché obligatoire. Et les participants à ce marché sont obligés, c'est dans le titre, de réduire leurs émissions carbone. C'est un marché qui est encadré d'abord par les traités de Kyoto et puis renouvelé par les accords de Paris. Et là, on va parler de quotas carbone. C'est principalement des industries lourdes, très émettrices, qui ont des obligations de réduction d'émissions jusqu'à un certain seuil. Si elles font mieux que ce seuil, si elles dépassent ce seuil, ces industries vont générer des quotas carbone que d'autres industries qui participent à ce marché carbone, si elles font moins bien que ce seuil visé, vont être obligées d'acheter aux entreprises qui ont fait mieux. Et ça crée une bourse transparente avec un prix qui est le prix que vous découvrez quand vous allez sur Google et que vous demandez quel est le prix du carbone, qui aujourd'hui tourne autour de 85, 90 €, 90 €. Et ce marché-là n'est pas accessible aux agriculteurs. Simplement parce que les agriculteurs ne sont pas obligés de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre ou de stocker du carbone. Et par ailleurs, l'agriculture n'est pas encadrée par les traités à ce sujet-là. Donc, l'agriculture va se situer sur le marché volontaire quand on parle de rémunération carbone. Et alors, d'une part, sur le marché volontaire, vous avez les crédits carbone. Les crédits carbone, ça se passe hors filière. Alors, prenons un exemple de ArcelorMittal ou Total qui va émettre pour une année, mettons 10 millions de tonnes de carbone. Si ArcelorMittal ou Total va trouver un projet de reforestation au Pérou ou à Madagascar et achète 10 millions de tonnes de crédit carbone, eh bien, Total peut dire qu'ils ont compensé l'émission de 10 millions de tonnes de CO2. Et en fait, on voit très vite le problème, c'est que là, il s'agit d'un droit à polluer parce que, à part le fait de payer pour s'acheter ce droit à polluer, il n'y a pas de changement qui s'est opéré au sein de cette industrie, au sein de cette filière. Par contraste, le certificat carbone cherche justement à réduire l'empreinte carbone d'une filière. Alors, prenons la bière, parce qu'on est belge. Eh bien, si on considère l'empreinte gaz à effet de serre d'une bière et du brasseur qui l'a finalement amené vers le consommateur, eh bien, toutes les activités qui auront conduit à la production de cette bière vont avoir un impact sur le bilan de gaz à effet de serre, y compris l'activité agricole. Et donc, quand un brasseur veut amener une bière bas carbone, neutre en carbone sur le marché, l'objectif de ce brasseur, ce n'est pas uniquement de réduire sa consommation d'énergie, sa consommation de carburant et les émissions de carbone de tout le processus de transformation, mais c'est également d'inciter tous ses fournisseurs
dont les agriculteurs à faire mieux. Et si, quand on parle d'intégration filière, tous ces efforts sont faits, eh ben, effectivement, là, on peut parler d'une réduction intrafilière et donc de certificats. Et Soil Capital se positionne sur ce marché-là parce que, justement, on prête moins le flanc à la critique de greenwashing ou de droit à polluer des crédits, que la régulation et l'opinion publique poussent dans une direction où on constate que la décarbonation intrafilière est une priorité plus importante et donc on ira chercher également un meilleur prix du carbone pour les agriculteurs. Alors sur le marché volontaire, contrairement au marché obligatoire, il n'y a pas de bourse et c'est plus compliqué d'aller trouver et découvrir le prix. Il y a encore relativement peu de transparence sur ce marché. On est convaincu que la transparence va émerger, mais pour l'instant, ça reste des transactions de gré à gré. Et donc aujourd'hui, les transactions vont tourner autour de 15 à 25 euros pour la majorité des crédits carbone. Nous, les certificats, nous les vendons plus cher. Nous prenons une commission et le net qui revient à l'agriculteur, comme je le disais, c'était 32,95 euros pour l'année écoulée. Donc, voilà. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. J'ouvrirai le chat et je répondrai à ces questions au fur et à mesure. Alors, si ce que je vous dis vous parle et que vous décidez de vous inscrire à un programme de rémunération carbone, comment ça va se passer pour vous? Alors, l'année de votre inscription, pendant l'hiver, à cette période-ci, vous avez jusqu'en avril pour le faire, vous allez établir un diagnostic de référence. Ce diagnostic va déterminer si vous êtes rémunérateur, si vous êtes stockeur ou émetteur, et ça aura un impact sur votre rémunération. Je note bien que ce diagnostic de référence n'est pas rémunérateur. C'est le diagnostic qui signifie votre entrée dans le programme carbone, qui va établir le bilan gaz à effet de serre de la récolte écoulée, et à partir duquel on va commencer à prendre en compte vos nouvelles pratiques pour la récolte qui arrive. Et donc, vous devrez faire tourner deux diagnostics, le diagnostic de l'année 0, diagnostic de référence, et le diagnostic de l'année 1 pour commencer à toucher des rémunérations. Et pendant 5 ans, vous allez faire tourner chaque année des diagnostics et chaque année, vous percevrez une rémunération pour la récolte écoulée. Alors, comment ça va se passer? Ces rémunérations vont se faire en fonction d'une génération de certificats carbone. 80% des certificats que vous générez vous seront rémunérés immédiatement. Et 20% seront placés dans une réserve d'assurance qui sera libérée après 10 ans. Alors, je vais revenir sur cette question-là dans un instant, mais d'abord, je voudrais parler du profil de rémunération. Alors ici, vous avez le cas d'un agriculteur qui est émetteur. Vous voyez la barre jaune en année 0, ça c'est l'année de référence. Et les émissions de cet agriculteur, à hauteur de 1,5 tonne à l'hectare, vont constituer sa référence pour les 5 prochaines années. Et tout ce que l'agriculteur fait de mieux que cette référence, donc chaque fois que l'agriculteur réduit ses émissions ou qu'il commence à stocker du carbone, eh bien l'agriculteur est rémunéré pour le delta entre cette référence et là où il se trouve cette année. L'agriculteur pourrait tout aussi bien décider de progresser une année et de maintenir ses résultats pour les années suivantes. Il toucherait quand même une rémunération, mais tant qu'il est dans une logique d'amélioration continuelle, l'agriculteur est susceptible d'aller chercher une rémunération plus importante. Après 5 ans, on remet les compteurs à 0 et on refait. Et l'année 5 devient la référence pour un nouveau programme si l'agriculteur souhaite continuer. Et comme je le disais avant, l'agriculteur peut quitter quand il veut. Vous pouvez quitter quand vous voulez un programme, le programme de rémunération de ce capital. Alors, si vous êtes stockeur, plutôt que de prendre votre diagnostic de référence qui est déjà très avancé, on va prendre une moyenne régionale et on va vous comparer à la moyenne régionale. Et tant que vous faites mieux que la moyenne régionale, même si d'une année à l'autre, vous faites moins bien, même moins bien que votre propre référence, ce n'est pas grave, vous êtes susceptible d'aller chercher une rémunération carbone.
Alors, ce qui se passe dans la tête de pas mal d'entre vous, en général, en voyant ces slides, c'est que vous vous dites, ouais, il vaut mieux commencer en étant un bon vieil émetteur, comme ça, je vais chercher une référence très élevée et je maximise mon delta. Alors, il y a deux raisons de ne pas le faire si vous êtes déjà avancé dans des pratiques susceptibles de stocker du carbone. La première raison, c'est que polluer, ça a un coût. Ça a un coût intrant, ça a un coût carburant, ça a un coût passage machine, et donc amortissement, ça a un coût main-d'œuvre. Et le revenu du carbone ne justifie pas d'aller chercher ou d'aller occasionner ces coûts-là. Et puis, il y a une deuxième raison qui est importante aussi, c'est que le modèle que nous utilisons fonctionne par palier. Et donc, il est impossible de passer d'une année à l'autre de 1 tonne d'émissions à 1,5 tonne de stockage, ou 1,5 tonne d'émissions à 1,5 tonne de stockage. Il y aura un effet palier qui sera fonction notamment de l'amélioration de la matière organique, mais d'autres sujets aussi, qui fait que ce n'est pas un jeu auquel on se retrouve nécessairement gagnant. Et puis finalement, il y a une troisième raison qui est on peut beaucoup plus apprendre et optimiser l'entièreté de son agroécosystème en allant chercher des rémunérations carbone vers plus de stockage, même à partir de la première. Donc voilà, ça c'est les deux types de profils. Je sais qu'il y a souvent des questions sur ce sujet-là, donc je ne doute pas qu'on y arrive. Donc, une fois qu'un agriculteur a fait 5 ans dans le programme, si l'agriculteur souhaite continuer, vous pouvez continuer. Si vous préférez vous arrêter, pas de problème. À partir de 5 ans, tout ce que vous devrez faire, c'est maintenir le carbone dans les sols. Il y a un système de vérification satellitaire et vous ne devez plus faire de diagnostic. Et à partir de l'année 11, les certificats, les 20% des certificats qui ont été placés dans la réserve d'assurance en année 1 seront libérés. Les certificats placés dans la réserve en année 2 sont libérés en année 12 et ainsi de suite jusqu'en année 15. Et les certificats sont libérés à la vente et payés au prix du moment. Je dis ça parce que ce n'est pas comme si on vendait les certificats de la réserve d'assurance aujourd'hui et qu'on attendait 10 ans avec les sous dans notre compte en banque. Non, on garde les certificats, on les vend dans 10 ans. Et c'est important parce qu'on pense tous que le prix du carbone va augmenter. Et donc, ce n'est pas nécessairement un mauvais placement d'avoir 20% de ces certificats carbone dans une réserve d'assurance. Alors, au cœur de notre dispositif, il y a notre outil, MySoil Capital, qui, comme je le disais, permet non seulement une saisie de données rapide, intuitive, ludique, efficace, 3 heures chaque hiver. Vous pouvez télécharger votre déclaration PAC pour saisir tout de suite toute une série de données liées notamment au parcellaire. Et puis alors, à la sortie, vous voyez votre bilan carbone, mais aussi toute une série d'informations qui vont vous permettre de focaliser votre effort sur les cultures où il y a une marge d'amélioration possible. Et vous aurez aussi un moment de discussion avec un de nos agronomes pour bien que nous cernions votre contexte et pour s'assurer que ce que vous comprenez dans le rapport est effectivement optimal pour votre contexte. Alors, voilà, c'est aujourd'hui la 3e année que fait rentrer des agriculteurs dans le programme carbone. On a déjà 2 promos dans le rétroviseur et on a quelques résultats à partager. D'abord, pour vous donner une idée de là où nous nous trouvons, évidemment en Belgique, mais alors beaucoup en France, beaucoup dans le nord du pays. On est moins en Bretagne, notamment à cause du fait du bétail. Et alors, voilà, beaucoup dans certaines zones intermédiaires et peu à peu, on arrive dans la moitié sud de la France. On travaille avec presque 700 agriculteurs aujourd'hui sur plus de 175 000 hectares. Voilà. Et alors, on travaille autant avec des coopératives que des transformateurs, des marques de l'agroalimentaire, enfin toute une série de partenaires. Et que vous arriviez via eux ou que vous traitiez en direct avec nous, je tiens à dire que le traitement pour vous est exactement le même.
Donc, voilà, n'hésitez pas si vous voulez arriver via des partenaires, via aussi un système de parrainage. Pour chaque fois que vous vous inscrivez au programme de rémunération carbone, vous recevez un code parrain et vous pouvez aussi faire venir d'autres agriculteurs. Vous pouvez recevoir une petite commission pour ça si cela vous intéresse. Donc, l'idée, c'est, nous pensons avec tous nos partenaires que le carbone est un sujet d'avenir dans lequel il faut investir. Et donc, on a un intérêt naturel à travailler ensemble. Alors, pour aussi partager certains autres résultats, je regarde le temps qui nous reste, ça va. 80% des agriculteurs qui sont rentrés dans notre programme de rémunération carbone ont généré des certificats dès la première année, c'est-à-dire dès le deuxième diagnostic. Les leviers que les agriculteurs ont principalement actionnés là-dessus, c'est d'abord plus de couverts végétaux pour 50% de ces agriculteurs. 40% d'entre eux ont continué à réduire leur travail du sol. Et puis, 45% des agriculteurs dans notre programme ont intensifié l'utilisation d'engrais organiques. Et je tiens à dire, parce que parfois on pense que le carburant est le levier le plus important d'un bilan gaz à effet de serre. Avant tout, et Mathieu en a parlé, c'est d'abord l'azote de synthèse. Et chaque substitution d'une unité d'azote de synthèse par une unité d'azote organique, d'origine organique, va avoir le double effet qui se coule. Les émissions évitées liées à la production très énergivore de cet engrais de synthèse et l'apport de carbone au sol par l'engrais organique. Alors ici, vous voyez, chaque ligne correspond à un agriculteur qui est entré dans le programme en 2020 et dont la récolte 2021 a été rémunérée. Donc, année 2020, c'est année de référence, 2021, c'est année de rémunération. Et vous voyez déjà la différence d'émissions de gaz à effet de serre ou de stockage carrément pour chacun de ces agriculteurs. Ce que vous voyez aussi, c'est une belle progression des différents agriculteurs d'une année à l'autre et on pense que la quantité d'agriculteurs dans la zone verte va continuer d'augmenter. Important à dire également, ce groupe n'est pas nécessairement représentatif de la moyenne des agriculteurs en France. La moyenne des agriculteurs se situe plutôt entre 1 tonne et 2 tonnes émises. Mais ça veut aussi dire qu'on a beaucoup de pionniers qui sont capables d'échanger des connaissances avec vous et de continuer à échanger pour monter en compétence sur le sujet du carbone, je l'ai déjà évoqué. Alors pour ces agriculteurs, donc 120 agriculteurs la première année, dont 100 qui ont généré des certificats carbone, c'est 36 000 tonnes stockées ou évitées pour ces agriculteurs-là. L'équivalent de ce que environ 4 000 Français ou Belges vont émettre pour une année. Donc un agriculteur, j'ai envie de dire, porte sur ses épaules ou peut couvrir les émissions, compenser, pour ainsi dire, les émissions de 40 Français. On ne le dit pas souvent, mais je pense que c'est quand même un chiffre important à communiquer. Et puis, voilà, on a vendu pas les 36 000 parce qu'il y a une réserve d'assurance, mais pour les 29 000 certificats vendus, eh bien, le prix était 32,95 € et environ 1 million d'euros ont été distribués aux premiers agriculteurs au programme pour une rémunération médiane de 5 000 € par ferme. La rémunération moyenne, c'est 10 000 € par ferme, mais on a quelques très grandes structures également. Alors, souvent, les agriculteurs nous demandent « Bon, ben, c'est très bien tout ça, mais comment est-ce que vous nous arnaquez ?» La réponse à ça, c'est ici. La manière dont on vous prend des sous, c'est à travers il y a deux différentes manières.
soit vous ne payez rien et on vous prendra une rémunération plus importante. On prendra 70% de la rémunération maximale à laquelle vous avez droit. Soit vous payez 980 € par an chaque année pendant les 5 ans du programme. Si vous quittez le programme après 5 ans et que vous voulez toucher votre réserve d'assurance, vous n'avez plus rien à payer. Et là, vous allez toucher la rémunération maximale. Et vous avez le choix de passer du plan basique au plan standard et inversement d'ailleurs quand vous le souhaitez. Si vous le faites avant le mois de juin, la rémunération de l'année prochaine sera la rémunération maximale. Alors, voilà. Une question qui revient souvent également, c'est oui, c'est très bien tout ça, mais comment est-ce que je sais combien de certificats carbone je peux générer sur mon exploitation? Nous avons une petite simulation qui s'appelle Simone, simulation carbone, qui vous permet en 10 minutes de temps de comprendre où vous en êtes. Quand vous allez sur notre site internet, il y a un petit onglet où il est marqué Mon compte. Cliquez là-dessus, vous êtes invité à créer un compte et vous pouvez faire une simulation et vous pouvez en discuter avec quelqu'un de notre équipe sans problème. Voilà, ça dure pas plus de 10 minutes. Alors, pour faire un petit résumé de ce qui nous différencie d'autres programmes, il y en a pas mal dans la plaine, mais on est particulier pour certaines raisons. D'abord, la rémunération du carbone qui est annuelle, ça c'est assez rare, il faut dire. C'est d'autant plus rare que nous ne revenons jamais vous chercher des sous. Quoi qu'il arrive, toutes les sommes qui vous sont versées vous sont définitivement acquises. Si les années suivantes, vous émettez plus que votre référence, eh bien, le pire qui puisse vous arriver, c'est qu'il y ait un ajustement sur la réserve d'assurance, mais jamais nous ne revenons vous chercher des sous. Ensuite, c'est un prix évolutif. Si le prix monte pour tout le monde et tout le monde est payé pareil, quelle que soit l'année d'adhésion. Ce sera le prix de vente moyenné pour tous les agriculteurs. Ensuite, c'est un programme sans engagement et sans cahier des charges. Vous quittez le programme quand vous voulez. Le pire qui puisse vous arriver, c'est de perdre la réserve d'assurance si vous quittez avant la 5e année. Et c'est sans cahier des charges. On ne va jamais vous imposer quoi que ce soit sur vos pratiques. C'est vous qui mettez le curseur exactement où vous voulez. Notre certification est reconnue sur les marchés internationaux et c'est la seule certification intra-filière qui existe à ce stade. Donc, important à dire, ça nous permet d'aller chercher également un bon prix. Et puis, il y a beaucoup de programmes qui, même si vous êtes stockeur, même si vous êtes déjà avancé dans des itinéraires d'agriculture de conservation ou bio, vont vous demander de faire encore mieux. Ici, on constate que parfois, il y a des agriculteurs qui sont arrivés à des nouveaux niveaux d'équilibre, qui sont déjà dans des bonnes pratiques. Et nous sommes le seul programme qui continue à rémunérer le maintien de bonnes pratiques. Voilà. Alors, très important à dire, si un programme de rémunération carbone vous intéresse, vous êtes encouragé à vous inscrire avant le 28 février. Pourquoi? Parce que si vous voulez être rémunéré pour votre culture 2023, votre récolte 2023, l'échéance, c'est le 28 février. Ce n'est pas une échéance flexible, c'est une échéance qui vaut pour la certification, donc nous ne pouvons pas vous inscrire le 1er mars. S'il y a un bug dans le système le 28 février, même si c'est de notre faute, on ne pourra pas vous inscrire avant au 1er mars. Donc, ne tardez pas si vous voulez vous inscrire. Soyez sûr de sécuriser une place. Inscrivez-vous avant le 28 février si vous voulez être rémunéré pour votre récolte 2023. Vous allez sur mon compte sur MySoil Capital. Il y a une simulation gratuite que vous pouvez faire et il y a
un onglet d'inscription. C'est très facile et à tout moment, vous pouvez parler avec quelqu'un de notre équipe. Vous serez aussi invité, vous recevrez aussi un code parrain si vous souhaitez en parler autour de vous. Donc voilà, j'en ai terminé, presque tout juste 1 heure. Merci à tous pour votre attention et je vais répondre aux questions que vous pouvez mettre dans le chat. Je vois qu'il y a déjà une série de questions et je commence tout de suite à répondre. Première question, la viticulture n'est pas encore éligible. Non, malheureusement, la viticulture n'est pas éligible. Pas dans notre programme. Nous y travaillons. Nous n'y travaillons pas encore. Nous travaillons d'abord sur le sujet bétail. Et une fois qu'on a lancé un programme pour le bétail et polyculture élevage, nous lancerons le sujet arboriculture, viticulture. Même question autour du maraîchage. Non, le maraîchage aujourd'hui n'est pas éligible. Je dirais que aujourd'hui, il y a une certaine complexité qui est liée au coût d'un diagnostic carbone lié à sa rémunération pour des petites surfaces. Et il y a un sujet de société un peu plus large. Il faut absolument, pour que la rémunération carbone soit éligible sur des sujets de maraîchage, que le prix du carbone augmente. Notre intérêt, c'est qu'il augmente également fortement, mais tant qu'on continue à lier le prix de la rémunération carbone à la surface, et forcément, c'est en fonction de la quantité de carbone qu'on stocke, pas uniquement, mais notamment, eh bien, il y aura un sujet là derrière. François nous demande s'il y a un rapport avec le label bas carbone et la méthodologie grande culture. Non, nous sommes un des rares programmes en France à ne pas être certifié par le label bas carbone. Nous avons choisi, alors d'abord, on était actif sur le marché avant la publication de la méthodologie grande culture. Et ensuite, nous avons choisi de maintenir la certification ISO aujourd'hui, qui est une certification internationale qui nous permet d'aller chercher un meilleur prix et qui nous permet aussi plus pratique pour les agriculteurs à certains égards, notamment sur le fait que l'amélioration pour des agriculteurs qui ne sont pas, qui sont déjà très avancés n'est pas nécessairement ni facile ni recommandable. Ces agriculteurs-là, déjà bien avancés, peuvent aller chercher une bonne rémunération. Quel est le pourcentage de commission sur les certificats? Notre pourcentage est de 30%. C'est un pourcentage qui cherche à couvrir les audits. Donc, quand il y a un contrôle externe, eh bien, c'est couvert par ça. Les mises à jour continuelles et l'adaptation de la certification et de notre programme de rémunération auprès du certificateur et les frais de commercialisation. Voilà, aujourd'hui, compte tenu des prix du carbone, c'est pas absurde. Voilà, si le prix du carbone monte, on pourra revisiter ça. Ensuite, oui, je vois que dans le chat, Mathieu a répondu à une question sur le replay. Une autre question de Florent. Avez-vous le profil d'émission pour les agriculteurs bio? Alors, ce que je peux vous dire, c'est que 85% des agriculteurs en bio stockent en moyenne 1 tonne par hectare. Je veux offrir un contraste avec des agriculteurs en agriculture de conservation. 77% des agriculteurs qui sont en SMIC direct stockent du carbone, mais vont stocker en moyenne 1,5 tonne à l'hectare. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas d'itinéraire unique. Il y a différentes manières d'y arriver. Il y a plus de probabilités pour des agriculteurs bio de stocker, mais il y a plus de stockage pour un agriculteur en agriculture de conservation qui stocke. Donc, voilà, on ne se veut pas prescriptif et on ne se veut certainement pas. Voilà, on ne veut pas défendre ni un sujet au-dessus de l'autre. Je pense qu'il y a un beau dialogue à avoir
sur ces sujets-là. Si l'on ne maintient pas les pratiques après l'ANA 5, que deviennent les 20% de certificats restants? Très bonne question de Eric. Alors, il y a deux types de pratiques. Il y a les pratiques qui vont redégager du carbone des sols et il y a les pratiques qui vont juste émettre plus. Les pratiques qui vont redégager du carbone des sols, bah, c'est uniquement un travail du sol plus intensif que ce qui aurait eu cours pendant le programme de rémunération. Donc, si vous étiez en semi-direct et que vous passez en labour après le programme de rémunération, là, ça redégage du carbone dans les sols et là, il y a un ajustement sur la réserve d'assurance. Si en revanche, vous repassez sur un programme d'azote, d'engrais de synthèse, eh bien là, il n'y a pas de dégagement de carbone dans les sols, il y a juste une augmentation des émissions. Et là, vous n'allez pas chercher une rémunération. Pardon, il n'y a pas d'ajustement sur la réserve carbone. Alors, oui, je vois que j'ai loupé une question. Comment se déroule l'accompagnement agronomique? Alors, il y a plusieurs types de supports. Le premier, c'est avec le rapport et le moment de discussion agronomique que vous avez avec un de nos agronomes. Il y a un premier moment d'échange pour s'assurer que les bases sur le sujet sont bien comprises, sont bien maîtrisées et que vous vous sentiez confortable sur la manière d'aborder votre saison. Par ailleurs aussi, on cherche à interagir avec vous de plusieurs différentes manières, notamment des tours de plaine sur des sujets précis à des moments précis de l'année, notamment avec des blogs, des podcasts sur des blogs et des podcasts sur certains sujets. Un sujet qui avait causé pas mal de discussions l'année dernière, c'était les couverts végétaux en conditions sèches. Voilà, donc on est très demandeur de votre retour sur les sujets qui vous intéressent pour pouvoir échanger sur ces sujets-là. Et on essaye d'être le plus spécifique possible sur des contextes pédoclimatiques. Et alors, finalement, on passe du temps à échanger avec des agronomes, avec des organisations partenaires, qu'il s'agisse d'entreprises de conseil indépendants ou de coopératives et de négoces et autres, pour permettre à tout le secteur de monter en compétence sur le sujet, pour que vous puissiez également voilà, aller chercher des connaissances par ailleurs. Le contrôle externe se fait à quel moment? Oui, alors le contrôle externe se fait entre le mois de février et le mois d'avril, de mars à avril en général. Alors, dans votre outil de diagnostic, y a-t-il une différenciation des différents maïs, maïs conso, semences, maïs doux? Est-ce que tu veux prendre cette question, Mathieu? Ce sont des types de cultures à part entière qu'on traite de manière différente. Donc en fait, comment ça se passe, le bilan carbone? On s'intéresse aux itinéraires techniques de chaque parcelle, de chaque culture, avec évidemment des groupements possibles par groupe pour les cultures. Et donc un maïs conso, semence ou doux n'aura pas exactement le même itinéraire technique, et donc chacun sera traité de manière spécifique. Alors, une nouvelle question. Un certificat égale combien de tonnes de carbone? Alors, on ne parle pas de carbone, on parle de CO2 équivalent. Donc, le rapport du carbone sur CO2, c'est 3,66. Et donc, un certificat, c'est une tonne de CO2 équivalent. Êtes-vous financièrement autonome aujourd'hui? Alors, pour être clair sur la question, nous ne sommes pas encore rentables, mais avec la trésorerie dont nous disposons aujourd'hui, nous avons suffisamment de perspectives pour atteindre la rentabilité vu notre croissance.
Bon, évidemment, c'est des projections, mais on est confiant. Est-ce que vous intégrez le stockage de carbone via l'agroforesterie ou l'implantation des haies? C'est une très bonne question. Alors oui pour l'agroforesterie, non pour l'implantation des haies. Et je tiens à préciser que dans les leviers pour aller chercher une meilleure rémunération carbone, il y en a 5. La substitution d'engrais de synthèse par des engrais organiques, la réduction du travail du sol, l'augmentation des couverts végétaux, l'agroforesterie et la diversification des cultures. Les haies, il y a suffisamment de programmes incitant pour les haies, donc on ne peut pas les inscrire dans notre programme de rémunération agriculture. Question d'Éric, vous annoncez une moyenne à 10 000 euros. Il s'agit donc des 80% déjà réglés. Oui, exact, Éric, pour la première année. Donc, si l'agriculteur qui a touché 10 000 euros cette année-là maintient exactement les mêmes pratiques cette année-ci, eh bien, il touchera de nouveau 10 000 euros, pourvu que le prix soit le même. Comment se passe la régularisation de la réserve assurance au terme des 10 ans si arrêt d'activité avant ce terme? Bonne question également. Eh bien, les certificats sont attachés à la terre. Donc, c'est un actif que vous pouvez valoriser lors d'une cession. Donc, voilà, lorsque il y a une cession, ayez la conversation avec le repreneur sur ce sujet-là. Si audit externe pas conforme, comment cela se passe? Ce sont les 80% qui sont impactés ou les 20% de réserve? Eh bien, ça dépendra. Si l'audit n'est pas conforme, alors ça dépendra de ce qui n'est pas conforme. Si ce qui n'est pas conforme, c'est l'année en cours, eh bien, il y aura un ajustement sur le nombre de certificats qui doivent être contrôlés et qui ne sont pas payés. Qui ne sont pas encore payés, donc pas d'ajustement sur la réserve déjà placée. Si c'est un audit ou s'il y a un manque de conformité sur des périodes précédentes, alors deux cas de figure dans ce cas-là, soit c'est involontaire et donc à ce moment-là, ce sera sur la réserve d'assurance, soit si on se rend compte qu'il y a eu une intention malhonnête, eh bien à ce moment-là, là, ça pourrait dire une exclusion pure et simple du programme. Pardon, j'ai coupé une question. Comment se passe la régularisation de la réserve d'assurance? Tu l'as déjà dit. Oui. Si audit externe pas conforme, cela se passe. Ouais. Pourriez-vous faire parvenir une carte avec les adhérents ou futurs adhérents par micro-région agricole pour créer des groupes d'échange? Alors, malheureusement, pour des raisons RGPD, on ne peut pas le faire d'office. Ce qu'on peut faire en revanche, c'est avec les agriculteurs qui acceptent d'échanger, de créer des groupes d'échange. Ça, tout à fait. Voilà, donc, s'il vous plaît, si vous arrivez dans le programme, n'hésitez pas à nous le demander, c'est tout à fait quelque chose qu'on peut faire pour vous. Y a-t-il des suivis du stockage de carbone dans le sol via des analyses? Très bonne question. Normalement, on ne vous demande pas de faire de nouvelles analyses, on vous demande de nous envoyer des résultats d'analyse déjà existantes qui dateraient de moins de 5 ans pour chaque grand type de sol que vous avez. Au démarrage. Au démarrage du programme. Voilà, donc c'est la première année. Et ensuite, on pourrait vous demander pour à la 5e année, la même chose, pas pour des raisons de contrôle, mais pour des raisons de calibration du modèle. Y a-t-il des suivis du stockage de carbone? Ah oui, pardon. J'ai du turnover sur mes parcelles. Quel impact cela peut-il avoir si j'adhère au programme? Alors, normalement, on va vous demander une déclaration sur l'honneur que les parcelles que vous inscrivez au programme, vous ayez le contrôle opérationnel sur ces parcelles pendant au moins 5 ans. Donc, si vous ne les avez pas, vous ne les
si vous n'avez pas le contrôle opérationnel pendant au moins 5 ans, n'inscrivez pas ces parcelles-ci. Quelle compagnie d'assurance gère le reliquat? Alors aujourd'hui, ce n'est pas une compagnie d'assurance. J'imagine, Annick, que par reliquat, vous voulez dire la réserve d'assurance, c'est ça? Je suppose. Oui, bon, je pars du principe que c'est ça la question. La réserve d'assurance aujourd'hui, c'est nous qui l'avons. Si jamais d'aventure, comme ça se passe dans la vie des jeunes entreprises, nous n'étions plus là, les 20% passent à notre partenaire South Pole aujourd'hui, qui est une entreprise qui vaut plusieurs milliards d'euros valorisation aujourd'hui. C'est une entreprise très établie et c'est elle qui a la responsabilité, ou pas la propriété parce que vous en restez propriétaire, mais c'est elle qui va gérer la réserve d'assurance. Voilà. Alors, pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions, mais j'en profite pour dire une chose que j'aurais oublié de dire, ou plusieurs choses. Si vous avez plusieurs structures qui sont gérées comme une seule agronomie, une seule entité agronomique cohérente, donc 2 structures que vous gérez avec une même rotation, eh bien, vous pouvez l'inscrire. Il vous faut qu'une seule inscription. Vous ne devez pas inscrire 2 structures différentes. Il y a une question qui revient aussi souvent sur le sujet du bétail, c'est voilà, est-ce que si mes animaux sont sur une structure différente de mes terres et que j'ai plus d'animaux plus de bovins que 4 UGB à l'hectare, est-ce que je peux inscrire mes terres? La réponse est oui, si les animaux sont sur une autre structure. C'est un peu une absurdité du système. On est en train de résoudre ça, mais c'est une des manières de pouvoir faire rentrer des polyculteurs éleveurs. Les analyses sont-elles à la charge de l'exploitant agricole ou incluses dans votre présentation? Si vous avez des analyses datant de moins de 5 ans, vous pouvez nous les envoyer sans autre forme de procès. Si vous devez en faire, ces analyses seront effectivement à votre charge. Voilà, il y a 2 personnes qui disent merci. Ben, de rien, on est ravis. Si vous avez d'autres questions, on peut encore prendre 2-3 minutes. Et sinon, je vous remercie. J'en profite pour vous rappeler qu'il y a une échéance le 28 février si vous voulez inscrire votre récolte. Et alors, vous pouvez parler à quelqu'un de notre équipe. On est à votre disposition pour répondre à vos questions. Voilà. Merci beaucoup. Bon appétit à vous aussi. Je comprends. Non. Les 70%, c'est, pardon, les 32 € dont on parlait, ça c'est du net à l'agriculteur. Donc, le prix de vente a été légèrement supérieur à 40 € pour un prix de revient pour l'agriculteur à 32 €. Pouvons-nous recevoir le webinaire par mail? Alors, je pense qu'il y a un webinaire similaire qui a été posté sur YouTube ce matin. C'est plus ou moins la même chose. C'est le même webinaire que j'ai fait la semaine dernière. Je pense que normalement, ça devrait répondre à votre question. Merci à tous d'avoir participé. Merci de votre intérêt. Et voilà, nous sommes joignables si vous le souhaitez. Bonne journée. À vous. Avez-vous d'autres sessions de présentation? Oui, nous avons une session la semaine prochaine. Alors, je ne suis pas sûr du moment. S'il y a quelqu'un de l'équipe sur le chat qui peut nous renseigner sur la date du prochain webinaire, ce serait super. Sinon, si vous rentrez en contact avec notre équipe, on peut vous renseigner. Ok, voilà. Merci à tous et à très bientôt. Bonne journée. Au revoir.